suis organisé, mine de rien. Et tu as mes concombres à me tirer ça là-bas? Bon, allez. Ça, oui, ça va aller dans les argouillots dès aujourd'hui. Mène-toi, mène-toi. Combien de temps veux, je suis en train de te les trier, arrête de conneries, non? Il fait 80, tous les mois à peu près 80 sortes de légumes. Nous pas Michel. Ouais. Chaque année, on fait le tour de tous les catalogues, on regarde tout ce qui peut se faire, on essaye japonais, US. Hein. On essaye. Les US, c'est pas bien cette année. Dédé, tu marques 5 navets. Et tu as vu cette catère, toi? Non, tu peux y aller. Salut. Combien tu veux monter de gargouilles? 40 à midi, non? Chaque légume, chaque jour, il ne va pas avoir la même... comment dire? Il ne va pas avoir le même rôle dans le gargouillou. Un jour, il va amener du fondant, un jour, il va amener de la texture. C'est suivant son âge, de la manière dont il a évolué, son espèce, sa variété. Il n'y a pas de règle absolue. Hein. C'est un peu ce que je te disais l'autre jour, c'est un peu cette identification que je fais avec le produit. On se cause. Ce style de produit, c'est du travail. Hein. Tout le légume, c'est du travail. Hein. C'est un peu fou. Hein. Si t'es pas amoureux du légume, hein. Ça, c'est une celtus. Celtus, c'est une laitue dite asperge. Voilà. On ne travaille que la moelle.
15, 20. Et sur le lièvre, on travaille davantage sur ail, persil, échalote et vin rouge. Échalote, un seul thé. Hein? Échalote, un seul thé. Non, qu'est-ce que ça me pense? Échalote, Oui. un seul thé. Oui. Ouais, attends, non, je te le mettrai là-bas, je te le regarderai mieux. Bon, des herbes, bon, je ne les ai pas toutes dans la tête, mais il y en a une faille. Hein. En partant du rorame à la menthe coque, en passant par la pimprenelle, la cistre, chacune a une fonction un peu différente. Hein. Tout ça, c'est pour égayer le gargouillou et c'est pour lui amener un peu de dynamique. Ça, c'est des asperges de l'Hérault, ça, c'est des blettes. Ça, c'est des pousses de choux à moelle. On ne garde que la moelle, que l'intérieur. C'est dans le même registre que ça. Et après, ce qu'il y a de fascinant aussi là-dedans, c'est la moutarde. Les moelles de chou-fleur, des moelles ici, on a le chou asperge. C'est au printemps qu'on l'a, ça. Des raves, des navets très jeunes, donc j'ai voulu garder en entier pour garder du croquant, des radis navets. Ça est pareil, à peu près 20 grammes au litre, eau bouillante, et après des refroidissantes pour bien refroidir les légumes d'un coup, pour bien fixer la chlorophylle, pour tout ce qui est légumes verts. C'est cuire, Henrik, ça? Non, non. Mon gargouillou, si tu veux, c'est vraiment... je ne veux pas dire que c'est l'équilibre parfait, mais il y a un bel équilibre entre les textures, les couleurs, les goûts, les tonalités. Enfin, ce gargouillou aussi, bon, c'est aussi... moi, je veux que ça percute, c'est le printemps, c'est vif. Donc, c'est un peu comme un morceau de jazz, tu sais, c'est avec des pointes acérées, puis ça redescend en tonalité, ça rebondit, ça repart. C'est un peu ça, mon gargouillou. Le nom, le nom, bon, c'est tiré un peu du jargon local. Le gargouillou, initialement, c'était un ragoût de pommes de terre qui était fait avec de l'eau et une tranche de jambon. Et moi, je l'ai transposé sur le gargouillou de légumes nouveaux. Voilà. Le jambon, oui. Dès le départ, oui. Oui, c'est le parfum. Il y a un tas d'images que j'ai captées sur mon plateau qui m'ont marqué. Et ça en était une qui m'a marqué particulièrement. Il y a longtemps qu'elle m'a marqué. C'est ce rapport de l'ombre et de la lumière. C'est un peu ce que dit Gracq, tu sais, ce sentiment d'altitude et d'élévation. Bon, et alors,
J'ai plusieurs sites où il y a ce rapport d'ombre et de lumière. Bon, c'est vrai que ça m'envoûtait, ça me captivait, mais à un moment donné, bon, j'ai voulu passer au-delà. C'est-à-dire que lorsque j'ai atteint ma maturité de cuisinier, ben, j'ai dit, ça serait génial si un jour tu arrivais à le traduire dans une assiette. C'est à partir de là que ça a végété, je veux dire, 2 ans à peu près avant de trouver le produit, la faille technique qui m'a permis de l'exprimer et tout ça. Parce que c'était pas du tout évident. Parce que ce que je voulais traduire là-dedans, c'était ce qu'on ressent là tout à fait aujourd'hui, tu vois. C'est un peu la densité de l'ombre et ces raies de lumière qui sont vraiment, je sais pas, c'est presque de la brillance un peu. Et je faisais complètement abstraction dans cette vision du paysage en fait. Enfin, je veux dire des éléments du plateau. Pour moi, je me cantonnais juste dans ces 2 éléments, ce rapport de l'ombre et de la lumière. Le reste, pour moi, c'était complètement abstrait. Il y avait de l'olive noire que je suis arrivé à capter complètement les piments de l'olive noire. Et donc j'ai une olive noire qui est brillante, qui est dense. Et j'ai tout à fait mon rapport de l'ombre. Et puis il y a un poisson qui m'a toujours fasciné quand je le poêle, c'est la lotte. Parce qu'il y a un côté un peu translucide, brillant, un peu... Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, cette vision, mais c'est un poisson qui... Mais un poisson qui sort de l'eau pratiquement. Il faut qu'il soit bloc, qui ne ruisselle pas comme on peut ruisseler de la lotte, tu vois. Il faut qu'il y ait ce côté nacré qui remonte un peu. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve un peu de... Comment dire? Parce qu'il n'y a que 2 éléments. Ça n'a rien à voir avec des recettes où il faut peser. Enfin, là, c'était vraiment 2 produits, l'ombre et la lumière, qu'il fallait traduire dans une assiette. Et quand je dis que dans le cadre de ma cuisine, c'est peut-être cette recette d'ombre et lumière qui est la plus emblématique du rapport que j'avais avec le terroir, c'est vrai. Et pourtant, c'est du poisson et de l'huile d'olive. La réussite de cette recette pose d'abord sur la qualité de la lotte. Bon, la lotte que j'ai là, entre les doigts, bon, hier elle était encore dans l'eau. Ça, c'est essentiel parce que la lotte, c'est un poisson très aqueux qui va pisser la flotte. Alors, s'il pisse la flotte, on ne peut pas respecter la franchise de cette recette et vraiment sa fluidité. Donc, on retire la tête. Donc, la première étape, en fait, consiste à tout simplement dénoyauter les olives. Et ensuite, on les met à sécher au four à basse température pendant au minimum 1 nuit, de manière à avoir des olives bien cansantes, vraiment très déshydratées, qui n'y ait plus du tout d'eau à l'intérieur. Après, on retire cette peau qui est épaisse, comme je fais là. Vous la tenez avec un torchon, vous la tirez bien. Ensuite, vous relevez les filets le long de la colonne vertébrale qui est tout le long. Vous les levez bien délicatement. Il ne faut pas qu'il y ait de coups de couteau dans la chair de la lotte, ce qui la blesserait. Ensuite, avec un couteau assez fin, que vous glissez sous la peau névrose, vous retirez tous les nerfs qu'il y a sur la lotte et vous le retirez bien comme il faut parce qu'après, au poêlage, on va avoir un poisson qui va se recroqueviller et dont on ne va pas maîtriser la forme. Et la deuxième étape consiste à mixer ces olives séchées avec de l'huile d'olive tout simplement, de manière à obtenir cette huile d'olive noire qui nous servira à poêler notre lotte pour la troisième étape. Donc la maîtrise de la cuisson de cette lotte repose sur la juste température de la sauteuse avec l'huile noire que je verse. Là. Il faut que ce soit assez abondant.
Et puis on va poser la lotte à une température que j'ai du mal à situer, mais ce n'est pas du rissolage tel qu'on peut le concevoir, c'est poché rissolé. Donc on met la lotte, et puis là, en permanence, on va l'arroser, l'arroser, l'arroser pour vraiment la saisir tout le tour et faire un pochage un peu accéléré, un peu vif. Il ne faut surtout pas que la température soit trop vive, sinon on va avoir un attachement de toutes les particules d'olive noire et ça va amener de l'amertume sur la lotte, surtout ce qu'il faut éviter. C'est peut-être la difficulté de la cuisson de cette lotte. Alors on l'arrose, on l'arrose, on arrose, cuisson douce. Alors vous prenez les feuilles, vous les jetez et vous les plongez à l'aide de cette araignée pour vraiment qu'elles prennent la température de l'eau bouillante. Là, c'est un aller-retour en fait. Hein. Vous les reprenez, les feuilles, vous les plongez carrément dans de l'eau bien glacée avec des glaçons pour interrompre la cuisson. De par ailleurs, vous prenez les côtes de moutarde. Il ne faut pas que ce soit cru, il ne faut pas que ce soit trop mou. Il y a une juste température, c'est bon pour tous les légumes, hein, que ce soit pour le gargouille ou pour ça. Voilà, là elles sont prêtes, on les retire, on les rafraîchit. Et puis pour en tester la cuisson, moi ce que je vous préconise, c'est peut-être de prendre une petite aiguille, comme j'ai là, une aiguille de métal que vous plongez. Vous la laissez de l'ordre de 15 secondes, vous la retirez, et puis sur le revers de la main ou au coin des lèvres, vous en testez la température. À l'intérieur, il faut que ce soit tiède, pas plus. Bon, la préparation de la moutarde, vous allez prendre les côtes dans une petite sauteuse. Donc il ne faut pas que la sauteuse soit trop chaude non plus. On va verser un peu d'huile d'olive nature avec une pointe d'eau et 2 grains de sel. Et on va enrober les côtes de moutarde et les tiédir, tout simplement. Là, je veux que on préserve l'identité vraiment de la moutarde qui va amener un peu de tonicité au niveau du plat. Voilà, elle est cuite. On la retire. Ouais, mais je crois que bon, c'est comme un paysage. Hein, moi, j'ai conscience qu'il ne le perçoit peut-être pas comme je le perçois. Disons que chacun a sa lecture et chacun a sa réécriture. Hein. Bon, la lecture du paysage d'aujourd'hui, bon, chacun l'apprécie à sa façon, à sa juste mesure. Moi, j'en ai une que toi, tu n'as pas, peut-être. Les nuages se sont accélérés, je trouve. Ah, l'assiette est plus dure, ouais. C'est un ciel, je t'ai bien dit, de soir d'orage. Là. Avec les cumulus, quand c'est bien chargé, tu vois, les cumulus, là, tu vois, comme ça. Là. Puis que tu as des raies de lumière, là, ça te dessine plein de trucs. C'est ça. Alors moi, tu vois, si je regarde le paysage, là, la lumière n'est pas tout à fait là où je voudrais, mais
tu as ce mur en contre-jour qui est là, qui me capte, si tu veux. Alors sur l'assiette, peut-être parfois, je vais crayonner l'assiette, je vais la crayonner, la dessiner, y amener des textures à cet endroit, parce que j'ai envie que le gourmand, mes convives, pose d'abord ce regard là-dessus. Enfin, c'est un peu comme une pagination. On sait que dans une page, il y a des endroits où on pose les yeux en premier. Moi, quand je regarde mon plateau, que je le cadre comme je fais dans mon appareil photo, eh bien, c'est là-dessus que je vais tomber. C'est cette raie là, ce coup de feutre noir qui va me prendre en fait, et qui va m'accaparer. Et souvent dans mes assiettes, c'est ce que j'ai envie. C'est j'ai envie d'accaparer, et après il décline sur l'élément principal. Alors, dans le même registre, il y a toutes les blessures que tu trouves là. Hein. Tu en as une là-bas qui coule du buron, tu en as une au fond avec cette brillance, tu as celle-ci sur ce petit monticule là. Tout ça, c'est mes assiettes. Parce qu'il y a longtemps que je suis attaché à l'abstraction des choses, à leur rentrer dedans, à m'identifier à eux aussi. Souvent, par rapport à la cuisine, je m'identifie au produit et j'essaye de le comprendre et de me fondre dans lui pour le restituer. Quand mon père nous a dressé la première fois ce plat-là, c'est vrai que je n'ai pas capté tout de suite, quoi. Lui, il avait une démarche depuis 2-3 ans dans sa tête, il savait ce à quoi il voulait arriver. Un jour, il a eu le déclic. Moi, je n'avais pas eu forcément toute cette réflexion auparavant, et le jour où il a pondu ça, au début, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. S'il vous plaît, table 9, j'annonce. Oui. C'est confirmé le bon. Oui. Oui. Porteur, s'il vous plaît. Oui. De Garbouillou, la 14. 14, j'enlève. Oui. Table 2 à 700, messieurs. Je crois qu'il faut essayer de prendre du recul par rapport à des petits détails qu'il peut y avoir sur une assiette. Lui, il y accorde une importance énorme. Moi, parfois, je me mets à la place du client entre deux assiettes dressées pratiquement pareilles, mais avec juste un petit détail ou deux qui diffèrent. Parfois, être trop sur les gars, trop sur les cuisiniers, on finit par les bloquer complètement. Ils ne savent plus tout ce qu'il faut en finale, quoi. Et ça, je pense que j'arrive à avoir le recul nécessaire pour être rigoureux jusqu'à un certain point, mais ne pas bloquer le gars et lui dire bon, t'as mis l'assiette comme ça, moi je l'aurais voulu 1 centimètre plus à droite ou 1 centimètre plus à gauche, parce que là le gars il déconnecte complètement, quoi. À la table 2, il y aura un escargot, un foie gras. Je le lui dis et il s'énerve. Alors plus ça va, plus j'évite. Mais non, globalement quand même, je sais parfaitement ce qu'attend mon père. Et dans la plupart des cas, toutes les assiettes qui sortent correspondent à 95% à ce qu'il souhaite. Table 8. Et on y va, demi-heure pas. Table 1, Janelle. Comment? Il y en a une, ça, toi. À l'âge de 16 ans, puisqu'il n'a pas voulu revenir à l'école. Il avait loupé le brevet et il n'a pas voulu revenir à l'école. Alors je lui ai dit, bon, mais tu vas travailler avec moi. Mais ici est mis tout de suite. On y va, 2 turbos, messieurs. Il faisait des essais, il aurait été bien dans un laboratoire avec ses essais. Oui. Ma maman cuisinait, mais elle faisait, c'était une paysanne, elle cuisinait, mais elle cuisinait très bien, c'était bon ce qu'elle faisait. Moi j'aimais faire la cuisine, je me suis lancée là-dedans, je ne sais pas pourquoi, pour dire de... Mon mari était serrurier, forgeron, et bon, il se faisait peut-être pas trop payer, et alors moi, pour élever les enfants, mais il raconte ce qu'il veut pour me mettre en valeur. Et il raconte n'importe quoi pour me mettre en valeur.
Mais le roi, c'est lui, c'est pas moi. La table 13 vient de passer à table, messieurs. On y va, 2 escargots à muse. Avec un escargot, combien de temps? Eh bien, dites-le, je vais lancer l'escargot, moi. Putain. Enlevez l'escargot carte. C'est comme moi. Oui. Vous ne pas seul, les gars. Vous ne travaillez pas seul. Ah, moi, j'y suis là-haut. Ah, bon, moi, j'ai tout de près, j'ai des escargots de près, ça ne joue pas comme vous le dites. Oui. Tu fais ta cuillère quand tu la mets ou quoi? Ou tu fais à vista de nas? On a environ 3 quarts. Non, environ, oui, ok. C'est 3 quarts, c'est plein, mais c'est pas environ. J'ai une autre idée, demain on fera autre chose, ça me plaît pas. Oui. Tu veux voir comment elle est laissée celle-là, là? Ouais, ça y est, on vient de finir. Ben, c'est dur pour nous d'abord et c'est dur pour les personnes qui travaillent avec nous. Mais bon, comment on le prend? Bon, on essaye de... Si les cuisiniers ont trop la pression, on essaye peut-être un peu de les calmer, un peu comme en groupe. Et en contrepartie, si on voit qu'ils sont un peu cool, mais sur des services durs, on les sent bien, quoi. Et surtout essayer de les calmer un peu, parce que des fois, ils auront autant la pression que nous, quoi, parce qu'ils veulent bien bosser. Le fait d'être valorisé par les clients, particulièrement, moi, ce que je veux être valorisé, c'est avec les hommes avec qui je travaille. Qu'eux de reconnaissance vis-à-vis de moi, et moi, j'en ai vis-à-vis d'eux. Et que quand ils s'en aillent, ils me tiennent au courant d'où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. C'est cette reconnaissance que je veux. Mais bon, les clients, moi, c'est les clients, je ne les vois pas et je ne veux pas les voir, quoi. Ça va coller avec le sirop. Pierre Gagnard disait un jour que Michel Roy, ça pourrait être le chef d'une secte, hein, que c'était un gourou. À partir du moment où on était rentré chez lui, on était emboutés, quoi. Et ça, il a raison. Ça serait marrant, un tube comme ça, un peu long, comme ça. Garni avec tous les fruits et le sirop dedans, et puis 2 bouchons hermétiques. Non, moi je sais pas. C'est Michel le créateur, quoi. C'est lui l'artiste, quoi. Moi je suis comme faussaire, hein. J'essaye de reproduire l'artiste. C'est pas évident tout le temps, mais on essaye. J'étais davantage captivé par la pâtisserie, parce que c'est un côté assez structuré, la pâtisserie. Tu mets de la farine, tu mets un peu plus de sucre, tu connais les réactions. Et oui, j'ai une approche assez physico-chimique de l'aliment qui aujourd'hui me sert énormément. Parce qu'en étant autodidacte, j'ai ramé, j'en ai bavé, mais aujourd'hui j'arrive à comprendre et à anticiper les phénomènes de transformation. À un moment donné, quand j'ai passé le CAP de cuisinier, il y a une recette que je retrace souvent, c'est un lapin. Alors il y avait un lapin que faisait ma mère avec 2 gousses d'ail, une tomate émondée, 2 cuillères de vin blanc et une branche de thym qui était bon, qui avait goût à lapin. Et puis à côté, on te disait, dans les grimoires de ces messieurs de la cuisine, on te disait, si tu veux être un cuisinier de ce nom, voilà le lapin qu'il te faut faire. C'est le lapin chasseur, tu prends un peu d'espagnol, machin, truc. Et dans ce lapin, moi, j'arrivais pas à me reconnaître. Enfin, je trouvais le lapin, je savais pas où il était. Il avait fui, si tu veux. Alors, j'étais ambitieux, j'avais envie d'avancer, puis de l'autre côté, mon cœur m'a tiré de l'autre côté. Alors j'étais bouleversé pendant longtemps, parce que je ne savais pas où ça se situait. Si, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis rassuré par de la lecture. Je voulais savoir où me situer. Je dessine tout, à part que ce soit la recette flagrante qui tombe toute cuite. Là. Elle est tellement évidente, bouf, ça tombe. Oui, c'est une manière de... C'est un pense-bête, puis ça m'aide un peu ce carnet à avancer, si tu veux. Je positionne, je dessine, je rebondis, je reviens, je repars. Parfois, c'est une architecture de quelque chose qui va m'interpeller. Et puis, à partir de là, je vais avancer. Et parfois, je ne vais pas aboutir, de toute façon. Dans la course à pied, tu es un peu dans un état second. Tous les coureurs à pied te le diront. Tu es dans un état second où tout devient fluide, tout se dénoue. Tu es un peu dans un nuage, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Moi, si j'avais pas ça... Non, moi j'étais jeune, j'avais quitté l'école, je
je sais pas, 17-18 ans. Et puis c'était mon père qui était à la salle, j'étais à la cuisine avec ma mère. Et puis mon père qui arrive, qui avec une commande, un client qui lui avait commandé une entrecôte bleue. Entrecôte bleue et ma mère, aucune idée, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on prend les bouquins, vite on feuillette, on ne trouve rien de bleu, on ne voulait pas décevoir notre client. Puis le seul truc que j'ai trouvé, c'est truiteau bleu. Truiteau bleu. J'ai dit, mais c'est pas possible, on va pas faire ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la truite au bleu, c'est une truite cuite au courbouillon. Et quand elle est sortie vraiment du vivier, bon, elle vire au bleu, le limon dessus la fait tourner au bleu. C'est un peu son nom. On a dit, mais attends, le bœuf, on peut faire comme ça. On a essayé de voir tous les ingrédients qu'il y avait. Il y avait de la carotte, il y avait plein d'aromates. Alors, bon, on a fait une espèce de mix avec ma mère. Et on a emplâtré l'entrecôte, si tu veux, de chaque côté. Et puis après, on l'a fait griller, mais elle était tellement emplâtrée qu'elle est restée bleue à l'intérieur. Et le client n'avait jamais mangé une entrecôte bleue aussi bonne. Celui-là, c'est lequel, Pascal, que tu avais fait? Alors ça, c'est le grand biscuit avec la grande ganache. Grand biscuit avec grande ganache. Biscuit de base. Biscuit de base et la ganache, un gros noyau à l'intérieur. Un gros noyau. Ça a dû se passer sensiblement comme ça par rapport... Le principal problème, c'était avoir un bon rapport entre la ganache et l'enveloppe biscuit. Avoir une enveloppe qui tienne suffisamment le noyau, mais avoir quelque chose de suffisamment fin pour ne pas être écœurant non plus. Celui-là déjà. Ouais, qui ne tient pas du tout. Hop là. Ça, pareil, c'était le biscuit de base et tu avais mis un pourcentage de lait. Ouais, c'est sûr. Biscuit de base avec levure. Ouais. Il est vide. Voilà, ça foirait complètement. Alors ça, c'est un biscuit avec très peu de blanc d'œuf. Et dans la ganache, on a rajouté de la crème liquide. Bon, là, il y a des biscuits qui sont un peu gros. Bon, il y a des couleurs qui sont belles, comme celle-là, mais si après on regarde visuellement, ça s'élimine, même si c'est pas beau. Parce que c'est pas du tout alvéolé, c'est très dense. Là, il y a un rapport de volume. Alors là, je ne me sens pas d'attaque de manger ça parce que c'est vraiment trop important. Enfin, dans l'absolu, c'est celui-là qui serait pas mal. Il y a une belle couleur. Et je pense que c'est fait partie des évolutions qu'il y a eu pour atterrir au biscuit original de 80. Ben, même moi, ça, c'est le métier. Tu emmagasines toute une expérience qu'un jour, tu peux réinjecter dans une création qui n'arrive pas à aboutir. Parce qu'antérieurement, il y a 10 ans, il y a 2 ans, tu as fait quelque chose qui te revient en mémoire, ça fait tilt, voilà. L'histoire de Ombre et Lumière, c'est un peu ça. Cette huile noire, c'est venu par un accident. Hein. Et puis après, bon, il y avait cette vision que je voulais interpréter, puis c'est arrivé là, comme un flash. Les enfants sont vraiment, tant qu'ils étaient au ski, ça allait, mais alors là, ils sont vraiment recroquevillés et tout. Alors donc, mon épouse, elle met en place un chocolat avec le grain de sel. Petit à petit, ils arrivent à se réchauffer le corps, et puis ça te délie complètement la langue. Et la gelée de la journée, on l'a totalement oubliée. Mon biscuit, je voulais qu'il soit en 2 temps comme ça. Je voulais que d'abord, il ait ce côté austère, ce côté presque froid. Et que lorsqu'on l'ouvre, alors après, ça dilate les papilles, les yeux, c'est l'éblouissement. Et voilà.
sais, l'essai que je t'avais fait faire, on l'avait pas mené jusqu'au bout, là, tu sais, le lard blanchi avec l'ail, tout ça. Non, on l'avait pas fait, ça. Non, on l'a pas mené, non. Mais je dois le descendre. Non, il descend les pétés. Par contre, le séquel, je le descends chez Fossétier parce qu'il y a des risques optiques de péter, il y a quelques trucs à changer. D'accord. On risque d'avoir un jus un peu liquide, il ne faudrait pas le... Mais ça ne me gêne pas, ça me gêne pas. Et on va le monter avec du beurre, tu vois. D'accord. Alors, centrifugeuse, montée au beurre au dernier moment. Et puis une aromatisation de poivre noir, D'accord. éventuellement. Moi, je m'occupe des échalotes, des pommes de terre. Tu commences le filet. Voilà. Okay. D'accord. Bon, j'aimerais, tu vois, faire une interprétation de chips, je sais pas comment. J'en sais rien. Alors, je sais pas si on fait une rosace comme ça, tu vois, avec les pommes de terre. Enfin, je sais pas. Ou si on fait une bande comme ça. Moi, j'aime bien en bande, oui, c'est sympa. Oui, mais est-ce qu'on leur donne une forme, mettons? Comme ça, Séba, regarde. Séba, regarde. Tu vois, on va les mettre là et voilà. Oh, mais il faut mettre une plaque dessous. Non, sinon, je pensais faire comme ça. Mais il va falloir faire des bandes longues, c'est bon. Tu en mets une là. On va faire le double, regarde. Mais tu en mets une là et tu en mets une là, de chaque côté. Oh ben non, c'est bon, moi je la verrai un peu, je verrai... Hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, Non? peut-être, il n'y a qu'à essayer. Mais il va falloir... non, ça va pas, il faudrait le tailler. C'est un peu fine, non? Non, ça sera mieux. Bon, tu le rentres au four, maintenant on va préparer le filet de bœuf. Tu pourras m'amener la truc à brider, tu seras gentil. Il vaut mieux le tailler là parce que ça fond beaucoup moins, tu as davantage de matière que la partie de là. Oui, il faut la tailler là. Attends, parce que le filet de bœuf... On assaisonne de poivre essentiellement parce que le sel va faire ruisseler la viande. Bon, il va falloir peut-être les retailler un peu par rapport à la section. Bon, ce que j'aimerais, voilà, c'est ça. Tu vois, moi, dans l'absolu, c'est pas, viens me voir. Moi, Oui. Dans l'absolu, moi, je me demande même, tu vois, s'il ne faudrait pas une section plus petite, parce que pour qu'en fait, quand le client va le manger, il y ait presque une bouchée, tu vois, à la verticale. Tu vois, à l'extrême, ça serait... Avec les deux bandes de là. Tiens, tu vois, voilà, la section qu'il faudrait que ce soit ça, tu vois. C'est une bouchée, jusqu'au fond. Donc pour moi, la section est trop importante. Donc je préfère répartir sur une section de ce style. Oui, mais il y a des endroits où il faudra peut-être en faire 3. Parce que ce que j'aimerais au niveau de la rôtissoire, c'est qu'on soit près de la rôtissoire, que ce soit très vif. C'est la viande pour la viande, là. Avec un lard très parfumé qu'il faudra travailler de par ailleurs, avec du thym dessus, tu vois. Voilà. Mais alors là, j'aimerais que ce soit vraiment prêt. Hein. Les pommes de terre. On va laisser celle-là, tu en fais quelques-unes là-bas, on va les mettre. C'est pas génial. T'as vu? Alors, il y a une caramélisation là qui se fait qui est bien, tu vois, regarde. Tu vois pas là? Oui, même sur le lard. Ouais. Bon, c'est beau, de plus c'est moelleux, c'est croustillant, on a tout là-dedans je trouve.
On n'a pas gardé la forme, par contre. Non, mais je trouve que bon, c'est un accident que moi, je trouve très valorisant, tu vois. Regarde, viens voir, Régis. Oui. Mais c'est chouette, regarde. Et puis tout compte fait, bon, on ne la garde pas, on ne la préserve pas. Et alors là, on a 2 textures de pommes de terre. On a du moelleux, on a du grillé. Et puis de plus, c'est lourd, alors. C'est la magie de la création, ça. Tu pars sur une idée, puis à un moment donné, boum. Mais ça ne veut pas dire que ça dénature complètement la recette, hein, de toute façon. Bon, là, c'est loupé, parce que je veux préserver tout complètement le fruité de l'échalote. Non, je voudrais faire ça. Non, ça va pas. Je voudrais le faire un peu plus. Non, allez, on va changer. Il faudrait que ça baigne complètement, là, tu vois. Très fluide. C'est un vieux mot de cuisine français que tu retrouves dans les vieux grimoires qui s'appelle griblette. Alors, ça serait peut-être le filet de bœuf façon griblette. Voilà, parce qu'il y a du lard fin, enfin, je sais pas. Et tu vois, si je le mange, moi, demain, moi, je me trouve à la table, là, mais j'allie tout, là, tu vois. Je fais ça. Et voilà, la bouchée que je me fais. Hein? Je me prends de la sauce. Je vais chercher un poil de plus d'assaisonnement. Bon, j'ai pas triché, je vous promets, là. J'avais une idée de faire un truc avec du lard, mais je savais pas plus. Qu'est-ce qu'on boit sur le gargouillou? Bon, le gargouillou, c'est un plat enfin, je le définis comme ça, et par rapport à ce que les clients ressentent, c'est un plat des réflexions, d'étonnement. Donc, il ne faut pas un vin trop, justement, qui donne lui aussi beaucoup d'attention. Il faut un vin souple. Je joue avec des vins de notre région, des vins du sud-ouest. Et un vin qui me plaît beaucoup, c'est le vin d'un très bon ami, Robert Plageot, la Gaillac. Il fait un mosaque qui est plein de fruits, qui est frais, qui te laisse goûter le plat en toute liberté, et puis qui l'accompagne.